Excellent. Donc, on va commencer le webinaire Préparez vos données avant de passer à l'IA. Avant de commencer en tant que tel, je vais juste vous présenter un peu les services que nous offrons chez Chuck Co. Évidemment, à la base, nous, on est une boîte de services conseils en gestion d'information. On travaille beaucoup en déploiement de solutions, par exemple, comme SharePoint, Teams, Constellio, Ciged, etc., etc., dans les organisations, que ce soit publiques et privées. On travaille en gouvernance de l'information numérique. On déploie aussi des intranets et on travaille aussi beaucoup en mode automatisation de processus, souvent relié à des processus de gestion documentaire, là. Donc ça, c'est entre autres beaucoup Dominique Larochelle, que vous connaissez peut-être, qui s'occupe de cette branche-là. Gouvernance et conformité. On travaille en audit de conformité beaucoup, donc des audits, des diagnostics en gestion d'information, des cadres de gestion documentaire aussi, donc tout ce qui est calendrier de conservation, plan de classification, on fait ça. Gestion des données, protection des renseignements personnels, c'est aussi une branche qu'on a. Évidemment, on n'a pas d'avocat chez nous, mais on travaille à la mise en place de l'aspect conformité. Et par la suite, ben, on a des stratégies. On a une branche stratégie opération pour tout ce qui est alignement stratégique, feuille de route technologique, efficacité organisationnelle et optimisation des processus d'affaires. Donc, ça, c'est tous des éléments qu'on fait. Et l'optimisation des processus d'affaires, c'est évidemment un must quand on veut automatiser, là. Donc, c'est une branche que Christine s'occupe de son côté. Donc, voilà pour la petite pub ou la petite présentation de ce qu'on fait chez nous. L'objectif du webinaire va vraiment être, là, j'ai mis un objectif pour le webinaire, j'étais trop ambitieux au début, c'est de comprendre comment préparer vos données pour que l'IA produise des résultats fiables, sécuritaires et réellement utiles. Donc, c'est un peu l'objectif à atteindre pour le webinaire. Et d'abord et avant tout, il y a un mythe que l'IA est un outil plug and play qu'on peut utiliser sans avoir à rien configurer. Et ça, c'est quelque chose qui est faux, évidemment. Et activer l'IA sans préparation, sans préparer les données, va juste amplifier le bordel que vous pouvez avoir dans votre organisation si c'est mal organisé. Donc, pour ceux avec qui on travaille souvent, vous connaissez l'expression garbage in, garbage out. Et c'est vraiment ça qui va arriver si vous ne préparez pas vos données. La seule différence, c'est que si vous utilisez l'IA, ben, les données vont être habillées d'un voile coloré, je vous dirais. Ça va vraiment être ça qui va arriver. Donc, il faut d'abord et avant tout organiser, préparer nos données pour que ce soit efficace. Et les problèmes avec vos données, que vous avez sûrement en partie dans votre organisation, c'est de un, je vous dirais, la multiplication des emplacements de stockage. Donc, vous avez peut-être encore un serveur de fichiers, vous avez de SharePoint, vous avez du Google Drive, vous avez d'autres systèmes répartis pour tout ce qui est comptabilité, CRM, gestion du site web, peu importe ce que vous avez, mais les données sont vraiment à plein d'endroits différents. Et ce qui fait en sorte que si vous voulez utiliser une IA à l'interne, c'est difficile de tout connecter ensemble. Et un deuxième problème qu'on observe chez nos clients, et ça date pas d'aujourd'hui, de hier, ça date de vraiment très, très longtemps, c'est l'accumulation des versions à l'infini. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour l'IA parce que ça va faire en sorte que l'IA ne saura plus nécessairement quelle version est la bonne et risque de donner des fausses informations. Donc, on va voir, mais moins qu'il y a de versions, plus l'information va être fiable pour l'IA. Et quand on accumule des versions, ben, ce que ça fait, c'est que nécessairement, il y a une accumulation de données obsolètes qui va être conservée, qui va être sans valeur ajoutée, sans valeur d'affaires pour l'organisation. Et ça, en soi, c'est un gros problème parce qu'il va y avoir une suraccumulation. Et souvent, on va accumuler des renseignements personnels, on va accumuler des renseignements confidentiels qu'on devrait
pourrait probablement supprimer. Donc ça, c'est un enjeu en soi, là, la surabondance d'informations dans les espaces de stockage. Et on va aussi avoir une incohérence dans le classement de vos documents. Donc, pour les archivistes qui sont avec nous, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, on va avoir plein de différents types de classification, de classement des documents. Ça va être le bordel. Les gens vont tout avoir un dossier à leur nom. Et il va y avoir des dossiers archives partout, là. Donc, ça, c'est des éléments qu'on voit souvent et c'est un problème qu'on doit régler. Et encore une fois, ce n'est pas un problème que l'IA amène. C'est un problème qui est là depuis très longtemps. Mais si vous voulez utiliser l'IA de façon efficace, vous devez régler ce problème. Un autre élément qu'on voit souvent, puis ça, je le vois beaucoup dans nos projets Microsoft 365, je vous dirais, c'est le partage excessif de l'information. C'est le partage, on va partager, ah ben oui, je te partage tel document, tel document, et ça va faire en sorte que les gens vont avoir accès à trop de choses, et souvent vont avoir accès à des choses qu'ils ne devraient pas du tout avoir accès. Et là, s'il y a ça, ben, ça ouvre la porte à des dérives avec l'utilisation de l'IA, où je pourrais demander, dis-moi quel est le salaire de Christine dans l'organisation, par exemple. Ou dis-moi, c'est quoi le bonus que telle personne a eu dans notre organisation. Et si on a accès, ben, ça peut nous sortir de l'information. Et ça peut être très, très dangereux à court et moyen terme. Et évidemment, tout ça encadre l'aspect manque de protection, là. Si il y a un partage excessif, il y a un risque de manque de protection avec les données confidentielles. Et puis ça, on ne parlait pas d'IA, encore une fois, là, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes d'organisation de l'information ou des données. Et les deux derniers problèmes, le manque de règles claires et la faible compréhension d'impact, ces deux problèmes-là, évidemment, sont reliés à l'IA. Et le manque de règles claires sur l'usage des données, c'est le manque de balises que les gens vont avoir sur, par exemple, quel outil je peux utiliser avec l'IA. Est-ce que je peux me permettre d'utiliser ChatGPT, Claude, etc., etc., où on doit se cantonner avec les IA qui sont d'usage interne comme Copilot, etc. Mais on peut avoir les outils, puis je discutais avec quelqu'un cette semaine qui disait qu'il y avait une organisation qui avait payé des licences à tout le monde copilote dans leur organisation. Donc, ça coûte une fortune, mais les gens ne l'utilisent pas parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'outil, ils ne comprennent pas comment l'utiliser. Donc, c'est vraiment un investissement qui va être dans le beurre et il va avoir carrément une faible compréhension de l'impact de l'IA sur l'information existante et surtout sur ce que ça peut apporter à l'organisation comme façon de faire. Donc, ça, c'est, je vous dirais, des problèmes que nous, on voit fréquemment quand on travaille chez nos clients. Et à ça, ben, il y a 4 piliers pour préparer l'IA dans les PME. Et donc, on va passer à travers ces 4 piliers-là. Et après ça, on va voir un plan de match que je vous propose pour mettre en place les données. C'est en bas où préparer les données. Donc, être prêt pour l'IA, c'est quoi? En fait, c'est d'avoir, c'est tout simple, là, d'avoir des données fiables, de savoir qui a accès à vos données, quand, comment, pourquoi, de supprimer ce qui n'a plus de valeur et d'aligner l'IA sur les objectifs d'affaires. Grosso modo, là, c'est ça qu'on veut atteindre. Et on va voir les 4 piliers un après l'autre. Donc, le premier pilier, évidemment, pardon, le premier pilier, c'est des données de qualité et des données accessibles. Donc, le travail qu'on va avoir à faire, puis je vous le dis, là, c'est pas un travail le plus ragoûtant qu'il y a à faire. C'est vraiment un travail qui peut être fastidieux parfois, mais c'est de réduire les doublons. Déjà en partant, donc il y a des outils qui mais le premier travail que vous allez avoir à faire, c'est de réduire les doublons. Et dans certaines organisations,
ça peut vraiment représenter une grosse part des données que vous avez dans l'organisation. Dans certains cas, on a vu des 50-60% des documents qui étaient un doublon de quelque chose qui existait déjà dans l'organisation. Donc ça, c'est un premier travail à faire. Et le deuxième élément, c'est de retirer les documents qui n'ont plus aucune valeur pour l'organisation. Donc souvent, on va avoir, puis ça, c'est pas toutes les organisations, mais il y a des organisations qui vont avoir une approche de conservation. Donc, on conserve tout au cas. Et ça, bien évidemment, c'est pas une bonne pratique. Donc, il faut vraiment retirer les documents qui n'ont plus de valeur dans l'organisation. Et une fois qu'on a ça, c'est un peu comme si on faisait des lagages et on est capable de voir un peu ce qui se passe dans nos environnements. Et ça va nous permettre de clarifier les structures de classement à mettre en place. Donc, un peu comme on organise les documents ou les données dans notre environnement, que ce soit Microsoft, que ce soit dans d'autres types d'environnements. Et ça, c'est une première étape, je vous dirais, de bien organiser de façon hiérarchique, si on veut, ou de façon flat, tout dépendamment des organisations. Mais ça va nous permettre de bien organiser nos données en fonction de ça. Mais si on va aller plus loin, si on veut aider l'IA à travailler, il faut qu'on soit capable d'ajouter des métadonnées pertinentes aux documents, au contenu, pour être capable de contextualiser les données que vous avez dans l'organisation. Donc, la première métadonnée, est-ce que le document est à jour, est actif, est inactif? Déjà, là, en partant, ça nous permet d'avoir une bonne information. C'est quoi la date du document? C'est quoi le type du document? Etc. Donc, ça va nous permettre d'aider, de mettre du contexte pour être capable de travailler avec ce document-là par la suite. Et tout ça, ça va nous mener à être capable d'identifier l'information qui est réellement stratégique dans l'organisation. Donc ça va vraiment être un élément, encore une fois, donc on identifie ce qui est réellement stratégique pour être capable plus tard, on va voir, de créer des cas d'usage vraiment pertinents. Donc, on ne s'en servira pas pour créer des petits GIFs ou des petites images, On va vraiment s'en servir pour créer quelque chose qui va apporter de la valeur pour l'entreprise. Et ce que l'IA a besoin pour être efficace, évidemment, ça va être de l'information claire et à jour. Donc, ça, évidemment, on ne s'en cache pas. On ne veut pas que l'IA se base sur le budget de 6 mois pour être capable d'interpréter les données d'aujourd'hui. On veut vraiment avoir le budget cohérent à jour. Il faut que ce soit bien organisé. Il faut que ce soit facilement repérable pour l'IA. Il faut que ce soit contextualisé selon l'usage. Donc, on ne traitera pas de la même façon un document de projet et un document contractuel ou un document d'un dossier d'employé. Il ne faut pas qu'on les traite de la même façon. Donc, la confidentialité va être différente et les métadonnées qu'on va mettre sur les documents vont être différentes en partant. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable de contextualiser selon les usages. Donc, ça, c'est pour le premier pilier, avoir des données de qualité et des données accessibles pour les usages. Le deuxième pilier, c'est la conformité, la sécurité, l'éthique. Et là, on rentre, encore une fois, c'est un travail parfois de moine d'être capable de travailler là-dessus. Mais ce que ça nous permet, c'est de classifier l'information pour être capable d'en faire des catégories de sécurité, d'être capable de classifier, ben, tel document est confidentiel, tel document est hautement confidentiel, tel document est public. Et ça va nous permettre d'identifier les documents qu'on ne veut pas que l'IA aille chercher à l'intérieur, et ça va nous permettre de les chiffrer et d'identifier que ces documents-là doivent être chiffrés. Et entre autres, avec Copilot, quand les documents sont chiffrés, Copilot ne peut pas y avoir accès. Donc ça peut être super pertinent dans ce sens-là. Et ça va nous permettre aussi, avec une classification de sécurité, de créer des accès basés sur les rôles des individus. Donc, ce ne sera pas des accès all-in dans toute l'organisation. Donc, j'ai déjà vu ça à des endroits où les gens avaient accès à beaucoup, beaucoup trop de choses qu'ils auraient dû. Et évidemment, ça va permettre d'adapter le niveau de protection au type de contenu
auxquels on fait face. Donc ça va être super important. Donc, voilà. Le quatrième élément par rapport à ça, c'est d'avoir des règles de conservation et de suppression de données. Donc, ça va vous permettre d'identifier qu'est-ce que je dois conserver, quand, combien de temps et quand je peux le détruire, si jamais vous pouvez le détruire. Et ça va vous permettre de personnaliser cet élément-là dans vos systèmes en ayant un calendrier de conservation. Et ça va vous permettre aussi de travailler sur l'automatisation de cette destruction-là. Donc, pour éviter d'avoir à manuellement détruire chaque document qui est passé date, si on veut, donc qui est désuet. Donc, avoir des règles de conservation, ça va vous permettre de créer des workflows automatisés pour supprimer ces documents-là. Donc, une fois qu'on a ça, ben, on va être capable aussi de mettre en place des principes clairs d'utilisation de l'IA. Donc, à quel moment on utilise l'IA, quelle IA on utilise, c'est quoi les outils qui sont permis et surtout c'est quoi qui n'est pas permis. Donc, si jamais vous utilisez l'IA pour la rédaction, ben, comment on cite les sources, comment on fait pour que ce soit éthique le plus possible. Donc, il faut qu'il y ait des principes clairs d'utilisation. Donc, si par exemple vous l'utilisez et c'est un document qui sort à l'extérieur, est-ce que vous citez les sources? Est-ce que vous indiquez que ce document-là ou cette information-là a été créée par l'IA? Donc, c'est tous des éléments que vous devez mettre en place. Et ça, souvent, les principes clairs, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place en premier parce qu'on ne connaît pas encore les usages qu'on va avoir pour l'organisation. Qu'est-ce que ça fait? En fait, pourquoi classifier? Donc, la réponse est très simple. Pourquoi classifier les données? Ça va vous permettre de protéger l'information sensible. Donc, ça va être l'élément essentiel. Donc, on veut barrer ce qui est confidentiel, ce qui est sensible. On va venir clarifier les règles d'accès et de partage. Donc, quel document je peux accéder? Est-ce que je peux partager ce contenu-là? Et si je le partage à l'externe, est-ce que le document va être barré à l'externe? Est-ce que les utilisateurs ou les clients vont être capables d'y avoir accès? Donc, ça, c'est toutes des règles qu'on doit définir en amont avec la classification de données. Et ce que ça va évidemment faire, ça va réduire les risques légaux, les risques opérationnels de fuite de données, d'utilisation malveillante des renseignements que vous avez à l'interne, etc. Donc, ça va vraiment réduire vos risques et ça va permettre d'automatiser ou de mettre par défaut certaines règles qui vont être appliquées à toute votre organisation. Et ultimement, c'est ce qui va vous permettre une utilisation sécuritaire de ces données-là ou de cette IA-là. Donc, voilà pour ça. Excellent. Et le troisième pilier, c'est la culture numérique, c'est les compétences de votre monde, dans votre entreprise. Et le vrai frein à l'IA, je vous le dis, ce n'est pas les technologies parce que les technologies sont déjà là. Le vrai frein, c'est le comportement humain. Donc, ça, c'est super important à comprendre. Un peu le même principe que la cybersécurité. Si vous avez en place des éléments, des documents ou des règles de cybersécurité, bien souvent, le maillon le plus faible, ça va être la personne qui va accepter, qui va ouvrir un document d'hameçonnage et qui va cliquer sur le lien. Donc, vous avez beau avoir toutes les meilleures règles, l'humain reste tout le temps le maillon faible et reste aussi l'élément le plus important en même temps. Donc, c'est paradoxal, mais ça reste ça dans une organisation. Et pourquoi la culture numérique va être déterminante dans votre organisation? C'est qu'une culture solide va faciliter l'adoption, évidemment, des nouvelles technologies, va réduire la résistance et va améliorer l'impact des outils. Donc, si les gens veulent utiliser l'IA, bien évidemment, ça va faciliter tout ça. Et si vous êtes au contraire dans une organisation où les utilisateurs ne veulent rien savoir de l'IA, bonne chance pour la mettre en place. Là, puis il y a plein de raisons pourquoi résister à l'IA, donc d'un point de vue écologique, d'un point de vue je ne veux pas perdre ma job, etc., etc. Donc, il y a plein de raisons pourquoi
on résiste. Donc, il faut qu'on trouve les moyens dans votre organisation de développer une bonne culture qui va faire en sorte que l'IA va pouvoir se développer harmonieusement. Et les composantes essentielles d'une culture numérique, le premier élément, je vous dirais, c'est la responsabilisation. Chaque employé comprend l'impact de ses actions sur la qualité, la sécurité et l'utilité des données et va mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Donc, c'est une responsabilité individuelle d'utiliser l'IA de bonne façon. Donc, c'est avant tout un élément individuel. Donc, ça, c'est super important, la responsabilisation, mais c'est aussi l'aspect autonomie pour que, après ça, les gens puissent l'utiliser de bonne façon. Il va aussi avoir tout l'aspect adoption de pratiques communes. Oui, comme individuel, on a toute notre responsabilité, mais on doit mettre en place des pratiques communes. Donc, les équipes vont partager des façons de faire claires, cohérentes pour classer, créer, utiliser l'information et aussi tout utiliser les cas d'usage de l'intelligence artificielle qu'on va en voir quelques-uns tantôt. Donc, mais d'un point de vue organisationnel, on doit aussi regarder est-ce que mon organisation est ouverte au changement? Et pour avoir une culture forte numérique, on doit avoir une organisation qui encourage l'amélioration continue et l'adaptation progressive des processus. Donc, et ça, c'est super important. Ça doit venir du haut vers le bas, évidemment, mais ça doit venir de l'organisation. Il faut que l'organisation soit ouverte au changement pour que le changement puisse se mettre en place. Et je vous dirais là-dessus une petite parenthèse, si votre organisation est encore très papier, bonne chance pour mettre en place l'IA. Moi, je dis souvent que le papier est le pire ennemi des pratiques de gestion dans une organisation parce que ça nous empêche d'automatiser les processus. Et dans ce cas-là, ça va aussi nous empêcher de mettre en place des pratiques IA efficaces. Donc, il va falloir prendre ça un peu plus en amont et transformer les processus de papier au numérique d'abord pour être capable de faire ça. Et une fois qu'on a ça, ben, il va y avoir évidemment un apprentissage continu. Donc, les compétences numériques vont évoluer en fonction des outils, parce que les outils sont tout le temps temporaires, souvent, là, et en fonction des besoins d'affaires et des risques de l'organisation. Donc, ça, pour moi, évidemment, il y a plein d'autres éléments qu'on pourrait mettre en place pour avoir une culture numérique forte. Mais moi, c'est sûr que j'ai identifié pour un aspect un peu plus déploiement de l'IA, si on veut. Et d'un point de vue compétences à développer, ben, il y en a, moi j'en ai identifié encore une fois 4 qui devraient être essentielles pour être capable d'avoir des données bien organisées, efficaces. La compétence clé première, c'est d'être capable de bien classer l'information. Donc, ça paraît niaiseux, mais c'est de savoir où déposer les documents, savoir appliquer les bonnes règles de classement et les bonnes méthodologies. Donc, ça, c'est une compétence essentielle à avoir, mais c'est aussi une compétence qui devrait être automatisée. En fait, ce n'est pas la compétence qui va être automatisée, mais c'est le processus qui va être automatisé. Et le plus possible, vous devriez automatiser l'application de tout ce qui est métadonnées sur vos documents et, si possible, tout ce qui est classement des documents. Donc, ça évite à l'humain d'avoir à le faire lui-même et ça va réduire énormément pas les risques, là, mais les erreurs humaines qui peuvent arriver. Donc, s'il y a une automatisation, ça va vraiment faciliter votre vie par rapport à ça. Et la deuxième compétence, c'est une compétence qui est reliée à la cybersécurité, je vous dirais, c'est de comprendre la sensibilité des données, reconnaître les niveaux de confidentialité et adapter le partage et l'utilisation de l'information. Donc, ça, c'est super important de comprendre que je travaille avec un dossier d'employé. Je ne peux pas le partager par courriel comme je veux. En pièce jointe, il faudrait que je partage un lien, il faudrait que je mette plus de sécurité sur ce dossier-là.
Donc, ça, c'est super important, comprendre cette sensibilité des données-là. Et donc les deux premières concernent vraiment les données et les deux dernières concernent beaucoup plus l'IA. Donc, et je pense que par rapport à l'IA, c'est d'interagir efficacement avec l'intelligence ou l'outil que vous allez utiliser. Donc, d'être capable de poser des questions claires, de faire des prompts efficaces, contextualisés et adaptés aux objectifs que vous recherchez d'un point de vue opérationnel. Donc, et ça, c'est vraiment être capable de poser des questions pour que l'IA comprenne bien ce que vous voulez faire, qu'il y ait un contexte, etc., etc. Et, ultimement, ben, ce n'est pas de prendre pour du cash ce que l'IA régurgite, c'est d'être capable de valider et d'interpréter les résultats pour faire preuve d'esprit critique face aux réponses qui vont être générées par l'IA. Donc, c'est pas vrai que l'IA donne tout le temps des bons résultats, on le sait. Des fois, ça peut être très, très boiteux. Donc, on doit être capable de faire preuve d'esprit critique et d'être capable d'ajuster en conséquence. Donc, on ne peut pas, on a tous vu les histoires des grandes firmes conseils qui avaient fait produire des rapports par l'IA et ça s'est retrouvé dans les médias. Donc, c'était parce que c'était pas de la bonne information, des bonnes données qui étaient dans les rapports. Donc, vous ne voulez pas vous retrouver face à cette situation-là. On doit interpréter les résultats en fonction de ce que vous avez besoin. Et surtout, je vous dirais, puis ça c'est un rappel, je pense que vous le savez, mais l'IA est un outil. Ce n'est pas un substitut au jugement humain et surtout, ce n'est pas un substitut à l'humain tout court. Donc, l'humain doit être là pour être capable d'interpréter. Oui, ça nous aide à faire des tâches, mais dans mon esprit, c'est pas vrai que ça va remplacer l'humain. Et on le voit là, dans des entreprises où il y a eu des mises à pied quand même assez importantes pour remplacer ça par l'IA. Bon, on voit qu'ils ont des problèmes et qu'ils ont perdu beaucoup d'expertise, de connaissances en mettant à pied. Donc, ça fait juste démontrer ce point-là, là. Donc, l'humain doit être au centre d'une stratégie IA pour moi. Good. Ce qui m'amène au quatrième pilier, c'est la stratégie IA qui doit être alignée aux objectifs d'affaires. Donc, ce que ça veut dire, encore une fois, ça va être une fois qu'on a fait le ménage, etc. Donc, c'est d'identifier les processus clés. Donc, les processus qui vont rapporter, de un, pour l'organisation, ceux qui génèrent des revenus pour être capable de rendre les processus plus efficaces, mais aussi tous les processus qui sont des dépenses, qui sont des processus qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée ou des tâches qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée, qui sont par exemple, tout le traitement des factures, etc. Tu sais, oui, c'est super important parce que c'est ça qui ramène les sous dans une entreprise, mais c'est pour ça qu'il y a vraiment c'est pas les tâches les plus géniales à faire. Donc, comment on serait capable d'automatiser et de mettre l'IA là-dedans pour faire du traitement de factures, de faire du traitement de demandes clients, etc. Donc, on identifie les processus clés et surtout, on cible les gains concrets qu'on veut avoir. Donc, est-ce que on veut réduire le temps de traitement des factures? Est-ce qu'on veut réduire le temps de réponse à un client? Ou dans notre cas, nous, on n'a pas encore mis totalement l'intelligence artificielle à l'intérieur, mais par exemple, nous, on a automatisé tout ce qui est création des dossiers quand on signe un projet client. Donc, pour nous réduire du temps de tâches qui n'ont pas de valeur réelle, là. Donc, des créations d'un Teams, création d'un dossier, etc. Donc, ça nous permet de libérer et de nous concentrer ailleurs. Et surtout, une fois qu'on a ciblé les gains concrets, ben, c'est de prioriser les cas d'usage qui vont vraiment être pertinents pour vous, qui vont vraiment apporter quelque chose. Donc, encore une fois, l'IA, c'est le fun, mais on peut faire tout et n'importe quoi avec. Donc, il faut vraiment qu'on priorise les cas qui vont vraiment être pertinents, qui vont aider vos équipes. Et une fois qu'on a ça, on va garder, évidemment, encore une fois, une place pour être capable de mesurer les bénéfices obtenus. Et si on se rend compte qu'on a un cas d'usage, on essaye d'avoir des gains des bénéfices par rapport à ça et on n'a pas de bénéfices, il faut avoir l'intelligence de modifier ce cas d'usage-là, de l'ajuster ou carrément de le jeter à la poubelle et d'en utiliser un autre.
si jamais ça n'apporte pas les gains escomptés. Donc, ça, c'est pour les stratégies et des exemples de cas d'usage pertinents que nous, on utilise beaucoup à l'interne. Là. Moi, j'utilise beaucoup tout ce qui est recherche d'information. Donc, on retrouver rapidement les documents ou l'information. Donc, ça a complètement changé la façon dont je fais des recherches à l'interne. Donc, par exemple, dans SharePoint, je n'utilise plus la barre de recherche SharePoint. J'utilise carrément Copilot pour être capable de faire ça. Et ça nous permet d'avoir, après ça, des liens vers les documents pertinents en fonction de ce qu'on cherche. Et si c'est de l'information, bien, ça nous permet d'avoir un condensé, un résumé rapidement de ce qu'on cherche. Donc, ça, pour moi, c'est une première étape. Et ça, il faut que les données soient fiables et comme partout ailleurs, dans certains cas, ben, il y a peut-être des endroits où je ne ferai pas des recherches de cette façon-là parce que les données sont soit trop complexes ou il y a trop d'ambiguïté dans les documents. Donc, des fois, ce n'est pas tout à fait fiable, mais c'est là que l'intelligence humaine embarque. Mais ça reste un outil super intéressant pour faire des recherches d'informations. L'autre élément, c'est le soutien pour le service à la clientèle. Donc, et ça, dans certains cas, on a vu d'autres exemples ailleurs aussi, là, mais ça va vraiment aider à formuler des réponses rapides. Par exemple, il y a une demande qui vient du site web ou d'une application. Donc, formuler des réponses rapides et cohérentes aux demandes clients, s'appuyant à la fois sur l'historique du dossier, sur les procédures, sur les contrats existants. Donc, ça, dans ce cas-ci, pour mettre en place un agent qui ferait ce travail-là, ben, il faut qu'il y ait accès au courriel, il faut qu'il y ait accès au dossier du client, puis idéalement, par exemple, nous, on utilise Shopify, donc il faudrait qu'il y ait aussi accès à Shopify. Donc, comment on est capable de mettre en place cet environnement-là? Donc, ça peut être un outil qui peut vraiment être très pertinent pour ça. Et un de ceux que moi, j'apprends à aimer beaucoup, c'est tout ce qui est synthèse de documents complexes et l'aide à la prise de décision. Donc, ça va résumer et analyser des rapports, des devis, des politiques, courriels, peu importe, et ça va accélérer la prise de décision et la compréhension de ces documents-là. Donc, un exemple que Christine, chez nous, utilise beaucoup, c'est que nous, on a accès au SEAO, donc pour être capable d'aller chercher les appels d'offres. Donc, maintenant, la première étape, c'est plus de lire le document, c'est carrément de mettre de demander à l'IA de faire ressortir les éléments principaux de ce document-là, de cet appel d'offres-là, pour être capable de, un, voir est-ce qu'on veut y répondre à cet appel d'offres-là, et deux, est-ce qu'on a les exigences minimales pour répondre. Et là, si on se rend compte qu'il y a un problème, on est capable d'aller voir dans le document, mais ça nous évite d'avoir à lire ces documents complexes-là. Et ça nous permet de prendre une décision beaucoup plus rapidement. Et ça nous permettrait de voir aussi, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide externe, etc. Un autre exemple qu'on a commencé à utiliser, c'est avec les états financiers qui sont produits par notre comptable externe. C'est d'être capable de poser des questions à Copilot sur nos états financiers pour éviter d'avoir à achaler notre comptable sur des éléments de compréhension, sur des éléments par exemple, c'est quoi un bailleur, etc. Donc, tout dépendamment, on n'est pas tous au même niveau d'expertise pour la compréhension des états financiers. Donc, ça nous permet de simplifier les états financiers pour être capable de les incorporer plus facilement, je vous dirais. Mais ça ne remplace pas notre comptable, évidemment. Ça nous permet juste de voir est-ce qu'il y a des options potentielles qu'on pourrait prendre. Donc, ça, c'est super le fun. Et ça, c'est vraiment des éléments d'aide de prise à la décision. Et on pourrait aussi faire de la recherche sur nos résolutions de conseil d'administration, sur nos résumés de meetings, etc. Donc, ça nous permettrait vraiment d'interroger une base de connaissances et de ressortir plus facilement du contenu intelligent. Et ultimement, ben, le quatrième exemple que je vais vous parler, c'est l'amélioration continue des processus. Donc, pour examiner les documents, les données qui sont vraiment opérationnelles. Donc, pour identifier les irritants récurrents, les doublons, les opportunités d'optimisation. Par exemple,
si on a un modèle, on pourrait dire, est-ce que les gens utilisent le modèle de façon efficace ou il y a tout le temps des problèmes, des changements? Donc, éventuellement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très, très pertinent d'utiliser l'IA pour l'amélioration continue des processus. Donc, ça, c'était des exemples pertinents. Ce que moi, je vous dirais, comment prioriser les cas d'usage dans votre entreprise? Ben, je vous dirais, il y a 4 questions à se poser. Première question, c'est est-ce que le cas d'usage permet un gain de temps, de qualité ou de performance? Donc, évidemment, la réponse doit être oui. Si la réponse est non, arrêtez ça tout de suite. Ça ne sera pas pertinent pour vous. Mais si la réponse est oui, est-ce que les données nécessaires sont déjà disponibles, structurées et accessibles? Est-ce que le niveau de confidentialité est à faible ou modéré? Donc, est-ce que vraiment, il n'y a pas de risque ou le risque est faible de mettre en place un IA? Donc, ça nous permet de mieux protéger l'information. Et la dernière question, c'est est-ce que le déploiement est simple et rapide pour les équipes? Et vous devriez tout le temps commencer par les cas d'usage qui répondent oui à la question. En partant, là, donc la première question, c'est non, vous l'oubliez. Et une fois que vous avez passé à travers les cas d'usage où ça répond oui aux 4 questions, ben vous passez à ceux qui répondent oui à 3 des questions. Donc, et après ça, ainsi de suite. L'idée, c'est d'être capable de prioriser efficacement. Donc, moi, ça sera un peu comme ça que je vous proposerais. C'est très simple, là. Évidemment, ça peut être plus complexe, mais à haut niveau, ce seraient les 4 premières questions que je poserais pour ça. Excellent. Et par où commencer maintenant, en fait? Moi, je vous dirais simplement, première étape, ça c'est l'étape que les gens n'aiment pas, c'est de faire le ménage dans vos données, donc d'éliminer les documents obsolètes, les doublons, afin de conserver uniquement ce qui a une valeur réelle pour votre organisation, votre entreprise. Donc ça, ce serait vraiment la première étape à faire. Il y a plein d'outils qui existent pour faire le ménage, donc TreeSize, Archifiltre, etc. Et ça vous permettrait de faire le ménage de vos doublons. La deuxième étape, je vous dirais que ce serait de protéger les données, de définir les niveaux de sensibilité de l'information, d'établir des règles d'accès basées sur des rôles. Donc, ce serait par une révision de ces éléments-là pour voir est-ce qu'on a vraiment des bons niveaux de sensibilité? Est-ce que les gens ont accès juste à ce qu'ils ont besoin d'avoir accès? Donc, ça, c'est une question fort pertinente. La troisième étape, ce serait de structurer l'information clé, donc d'organiser les documents, évidemment, et d'ajouter des métadonnées pour améliorer l'exploitation. Donc, les métadonnées vont vraiment devenir super importantes pour être capable de comprendre le document. Donc, c'est la version officielle, c'est un contrat et c'est une valeur de 2 millions, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais ça nous permet vraiment de bien documenter. Et après ça, on est capable d'interpréter, on est capable de poser des questions sur ces éléments-là à l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a ça, ben, on va être capable d'identifier évidemment les cas d'usage et tout ça, mais la première étape avant d'être capable de déployer l'IA, ça va être de sensibiliser, de former vos équipes. Donc, d'accompagner les équipes dans l'adoption de bonnes pratiques et l'utilisation responsable des outils. Et j'insiste beaucoup sur l'utilisation responsable. C'est super important. Et si, dans les premières étapes de sensibilisation, vous vous rendez compte que votre équipe est très réfractaire au changement, ben, il faut faire un pas de recul pour se demander pourquoi et il va falloir travailler là-dessus avant d'être capable de déployer progressivement l'IA ou encore ben, de déployer l'IA juste à une équipe ou à un certain nombre d'individus qui sont partants pour utiliser l'IA. Donc, moi, on dirait que je fais d'urticaire quand je paye des solutions et que quelqu'un ne l'utilise pas. Là. Donc, il faut vraiment déployer progressivement l'IA pour les cas d'usage qui vont être pertinents. Donc, vous voyez qu'avant, il y a quand même, avant de déployer l'IA, il y a quand même 4 étapes à faire. Donc, moi, je vous dirais de vous concentrer là-dessus. Et vous n'êtes pas obligé de faire le ménage de toutes les données de votre organisation. Concentrez avec des zones ou des types de données ou des types de documents qui ont vraiment une valeur, donc un processus clé, etc. Là. Donc, ça serait vraiment là-dessus que je me concentrais ou encore faire le ménage de données hyper confidentielles.
Donc, il y a beaucoup d'approches, mais je ne recommande pas évidemment de faire le ménage one shot. Sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Dans 1 an, dans 2 ans, vous allez pouvoir commencer à déployer l'IA. Donc, il faut vraiment être beaucoup plus rapide que ça. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les zones où vous pouvez avoir les gains les plus rapides, je vous dirais. Excellent. Donc, c'était la dernière slide que j'avais pour vous. Si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon courriel, évidemment. Vous allez avoir aussi un code QR pour prendre rendez-vous directement avec moi. N'hésitez surtout pas. Je parle, je pense. Bref, on va pouvoir jaser pour la suite. Donc, un grand merci pour votre attention. Voilà.